10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bon, nous sommes ensemble en ce vendredi 15 mai pour 2 heures d'infos, de commentaires de l'actualité. Dans un instant, c'est quoi le problème ? Bien, le problème, c'est... est-ce que c'est un problème justement ? Et là, on vous attend, vous qui êtes parents, grands-parents, sur les déclarations du ministre de la Santé qui souhaite qu'on durcisse les notes au bac, en particulier en ce qui concerne l'orthographe. Alors, est-ce qu'il n'est pas un petit peu tard ? Est-ce que ces élèves qui vont être sanctionnés finalement vont être sanctionnés alors qu'ils ne sont pas forcément responsables de ce parcours scolaire déliquescent ? On va en parler dans un instant avec Jean-Paul Briguelli. Nous, on reviendra sur le narcotrafic, avec encore un drame à Nantes, avec un adolescent tué, 2 blessés. Que faire ? Et beaucoup d'autres sujets avec nos débatteurs. Gilles, de quoi allons-nous parler avec vous ? Moi, je vais vous parler de l'enquête de l'œil du 20h de France 2 hier. Vous allez voir que si la politique agricole commune, la PAC, était plutôt réservée aux agriculteurs qui avaient besoin de subventions, vous allez voir qu'il y a des milliardaires aux Émirats Arabes Unis, ont reçu au total plus de 70 millions. Alors, si vous êtes agriculteur, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et on écoutera le sujet de France 2. Et alors, connard, salaud, qu'est-ce qui vous prend ? C'est les insultes qui reviennent le plus quand on est au volant. Et les incivilités et les insultes au volant sont de plus en plus courant, et donc on verra si aujourd'hui on ne supporte plus ces incivilités au volant. Appelez-nous si vous trouvez qu'on conduit plus mal en 2026, et si vous insultez quand vous êtes au volant, 0826 300 300 vous insultez. Jean-Paul Briguelli, bonjour. Alors votre livre portait un titre qui nous rapproche du sujet, La fabrique du crétin. C'est le livre qui a été un peu, j'ai envie de dire, l'un des premiers coups d'alerte sur ce qui était en train de se passer dans l'éducation nationale. Vous avez publié également L'école sous emprise aux éditions de l'Archipel. Avec vous, je voulais revenir donc sur cette annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale de relever l'exigence en matière d'orthographe, notamment pour le baccalauréat. Le ministre dit vouloir remettre l'exigence au cœur de l'éducation nationale. Il a donc publié cette circulaire et d'expliquer l'acquisition du langage, c'est la capacité croissante d'élaborer une pensée complexe dans toutes les disciplines. Dans les exercices, Édouard Geffray veut dire adieu au texte à trous. Oui, il serait temps, sauf besoin particulier, mais la priorité, c'est donc de rédiger soi-même des phrases complètes pour élaborer sa pensée. Genre, on marche quand même sur la tête quand on lit cela. Donc au départ, moi je me suis dit que c'était bien l'exigence, que c'était bien d'exiger. Puis j'ai écouté des enseignants qui m'ont dit mais ces enfants qui ne savent pas formuler une pensée, qui ne savent pas écrire, on va les sanctionner au baccalauréat. Pourquoi ? Est-ce que c'est pas injuste quelque part ? Bonjour Jean-Paul Briguelli. Bonjour Valérie Expert. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette annonce faite par c'est de la com', c'est que de la com'? Non, je ne crois même pas. Édouard Geffray ne fonctionne pas à la com'. Disons qu'il a eu une idée qui traîne effectivement depuis très longtemps sur le fait qu'il faudrait sans doute non pas durcir, mais rétablir la correction orthographique, la correction grammaticale, mais en s'en prenant au bac, il trouve une cible qui n'est pas adéquate. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait s'en prendre en fait au CP. Oui. Il faudrait décréter que nul ne passe en 6e s'il ne maîtrise pas correctement la langue française, à l'écrit et à l'oral. C'est quoi bien maîtriser la langue française ? Eh bien, ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, parmi les sujets que vous allez traiter ultérieurement, il y a le fait que les automobilistes passent à l'injure immédiatement. Vous savez, on érupte en quelque sorte parce qu'on n'est plus capable de formuler une phrase complète. Oui. Il semble que votre voiture a éraflé mon aile droite. Voilà, ça c'est une phrase complète et complexe. Pauvre, etc. Ouais. Et
plus, c'est plus barbare, à un sens. Donc, il y a une définition de la langue dans La Fabrique du Crétin, je l'ai écrite en 2005, ouais, c'est et ça. j'ai écrit la deuxième époque, si je puis dire, en 2023. Bon, je rappelle dedans que en 1963, il y a une commission qui s'appelle la commission Rouchette qui s'est demandé quelle était la langue que l'on devait apprendre à l'école. Jusque-là, c'était la langue écrite, c'était La Fontaine, c'était Victor Hugo, etc. Ils ont décrété qu'il fallait apprendre la langue de la rue. La langue de la rue étant ce que nous savons, c'est-à-dire ce qui s'échange entre automobilistes furieux, il est évident que ce n'est plus du français. Je veux dire, il y a une chose, nous avons une langue très complexe, contrairement à l'anglais, contrairement à l'italien, etc. Lorsque nous parlons, à peu près 25% des lettres ne sont pas prononcées. Ce sont des lettres grammaticales. Les S du pluriel, par exemple, on ne les prononce pas. Si on ne les apprend pas, comment voulez-vous que les enfants les déduisent tout seuls? Il faut être complètement fou, comme le sont les pédagogues constructivistes, pour s'imaginer que des enfants vont seuls comprendre comment fonctionne une langue qui a mis 5 siècles à s'établir véritablement. Oui, mais enfin, ils vont à l'école, ces enfants. Enfin, pardon de le rappeler, ils sont scolarisés depuis qu'ils ont 6 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette acquisition du langage, de la lecture, de l'écriture ne se fasse plus aujourd'hui? Je veux dire, vous et moi, on a appris à lire et à écrire, et nos contemporains aussi, ceux qui ont à peu près notre âge, nos parents, nos grands-parents, même ceux qui ont passé le certificat d'études. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, ces gamins, je parle de gamins, je parle du primaire, arrivent en 6e pour pas une grande majorité, mais pour une bonne part d'entre eux, en ne sachant ni lire ni écrire convenablement, et surtout, et ce que dit votre collègue Alain Bentelila, en ne comprenant surtout pas un texte. C'est ça la complexité des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Valérie, expert, vos instituteurs, ou les miens, ou ceux de Bentelila, avaient fait des études, avaient été formés correctement dans les écoles normales. Actuellement, la génération de profs qui forment les élèves de la génération alpha, on en est là, à peu près, on a fini. encore que l'alpha va vers le bêta, et puis le bêta généralisé en quelque sorte, et c'était des gens qui étaient formés et qui nous ont formés. Combien de professeurs à tous les niveaux, actuels de moins de 40 ans, ont été formés. Je vous rappelle que la réforme Jospin, qui a institué l'élève au centre du système et qui construit tout seul ses propres savoirs, etc., date de 1989. Que les UFM, qui sont devenus les SP, les INSPE, c'est tout la même tambouille, date de 1991. Les gens qui ont été formés depuis 1991 sont globalement incompétents, sauf exception. J'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps sur ce que j'ai appelé la génération Ratus. Vous avez un certain nombre de députés, actuellement, je ne sais pas, Sébastien Delogu au hasard, qui ont été formés par des méthodes d'apprentissage de la langue qui les ont rendus parfaitement dyslexiques, incompétents et illettrés. Voilà, ça c'est la réalité. Donc si on vous écoute, ça vient pas des élèves, ça vient des professeurs. Ça vient de l'ensemble, c'est-à-dire c'est pas les élèves eux-mêmes, ils sont pas nés illettrés. Je veux dire, ils sont nés neutres en quelque sorte. On en a fait des illettrés en cessant depuis plus de 40 ans d'inculquer des savoirs précis. On a développé ce qu'on appelle des compétences. La compétence, c'est tenir la main de son copain pendant qu'on fait une sortie scolaire. Voilà. Mais le savoir que il les plante, les arbres. On met ENT à plante et pas S. Et j'ai eu un inspecteur qui m'a dit « Ah oui, mais ça prouve, quand ils mettent S, qu'ils ont le sens du pluriel. » Il est à pendre, cet homme, vous comprenez? Il est à pendre littéralement, tout de suite. Il y a un certain nombre de collègues qu'il faut impérativement révoquer.
Ouais. Mais oui, mais il y a personne, plus personne ne veut être prof. On recrute des profs avec 7 sur 20 au CAPES. Il n'y a pas assez de candidats au CAPES. On va y revenir avec vous dans un instant, Alain Bentelli. Pardon, excusez-moi, j'avais un Bentelli là dans la tête. Je suis pas Alain. Non, vous n'êtes pas Alain, vous êtes Jean-Paul Brigelli, mais vous êtes deux hommes que j'aime et que j'estime particulièrement, parce que ça aussi, ça va faire partie de notre débat. On se connaît depuis très très longtemps. Vous avez évoqué 2005. Ça fait 11 ans qu'on se connaît. Jean-Paul Brigelli, ça fait 11 ans que vous alertez, ça fait à peu près la même durée qu'Alain Bentelli alerte également, et qu'il ne se passe rien réellement. On y revient dans un instant. On aura Romina en ligne avec nous, qui est déléguée de parents d'élèves, et appelez-nous pour témoigner, 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio et avec Jean-Paul Brigelli. Jean-Paul Brigelli qui s'exprime ce matin. Vous êtes enseignant, vous avez publié en 2005 La fabrique du crétin. 2005, on rappelle l'année de publication où vous alertiez déjà sur la manière dont les nouveaux pédagogues étaient en train de pourrir le système scolaire. Et vous avez publié plus récemment L'école sous emprise aux éditions de l'Archipel. Nos élèves ne savent plus lire. Le ministre de l'Éducation donc entend relever l'exigence. On ne peut que saluer cette volonté et maintenant sanctionner au bac des gosses qui ont été mal élevés, je mets des guillemets. Je ne sais pas ce que ça va changer au système. Romina est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Oui. Alors on vous écoute, Romina. Vous êtes déléguée de parents d'élèves. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors déjà, excusez-moi, j'avais une question pour Monsieur Brigelli. Je voulais savoir, quand il parlait de cette génération Ratus, est-ce qu'il fait référence à ce moyen de lecture que nous avions au CP avec ce petit rat vert ? Oui, c'est absolument ça. Voilà, parce qu'alors du coup, je vais peut-être être l'exception, parce que moi j'ai appris à lire avec Ratus et j'ai vraiment été passionnée par l'orthographe, voyez-vous. Vous êtes exceptionnel, voilà. On sait que c'est un manuel qui a déclenché des crises et des épidémies de dyslexie orthographique. Ah écoutez, en tout cas, moi j'ai eu aucun souci, que ce soit pour le calcul ni la lecture, vraiment. Et justement, moi j'ai eu plaisir très tôt à comprendre d'où venaient les mots, pourquoi on mettait un chapeau, pourquoi fenêtre, fenestre, d'où ça venait. Ensuite, on découvre plus tard les livres avec les auteurs comme Rabelais, etc. Maintenant, c'est vrai que... Mais est-ce que vous aviez des parents qui étaient quand je dis qui s'occupaient de vous, qui eux-mêmes lisaient et s'intéressaient Non, j'avais pas des parents qui lisaient. Par contre, j'avais une grand-mère qui me racontait les fables de La Fontaine avant de m'endormir. J'avais envie d'apprendre. Je pense que c'était un contexte. Il y a vraiment eu envie de toucher le papier, ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui puisqu'ils sont avec des outils qui sont peut-être numériques. Moi, j'aime ouvrir les livres, j'aime les sentir. Je les fais sentir à ma fille. C'est des petites choses comme ça où en fait, on sent qu'on peut voyager en lisant. Et donc, l'orthographe, oui, c'est important parce que j'irais même plus loin. Je dirais que c'est presque une hygiène. Parce que c'est comme l'hygiène, c'est-à-dire qu'on le fait pour les autres. On se lave pour les autres. Et donc, si on écrit bien, on le fait pour soi. On a le plaisir de savoir écrire un mot. On n'a pas à chercher 2 heures pour le trouver. Et ensuite, on le fait aussi parce qu'on va être lu en face. Et donc, on le fait par respect de l'autre. Donc, voilà, je dirais presque que c'est une hygiène de savoir bien écrire. Et puis avant, on avait des émissions de télé qui concernaient l'orthographe. Aujourd'hui, c'est passé aux oubliettes. Ouais. Et qu'est-ce que vous remarquez, vous êtes donc délégué de parents d'élèves, qu'est-ce qui se dit dans l'école de vos enfants ? Alors effectivement, quand on a des enseignants qui ont plus de 45 ans, ce sont des gens qui font des dictées de mots, qui sont sévères sur l'écriture des mots. Et par contre, quand vous avez des enseignants plus jeunes, effectivement, ça passe un peu à la trappe. Et ça, c'est fort dommage. Ouais. Oui, c'est ce que vous constatez. On a Philippe en ligne également. Vous avez vu les auditrices qu'on a qui sont incroyables à Sud Radio. Philippe est en ligne aussi avec nous. Bonjour Philippe. Voilà, je vous appelle de Sommières, dans le Gard. Très bien, merci. Il fait beau à Sommières ? C'est très 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 moyen, voilà. C'est un M ou 2 M, Sommières? C'est 2 M. 2 M. Alors, vous êtes enseignant à la retraite. Vous avez été enseignant. Voilà, j'ai fait une courte période dans l'enseignement général comme instituteur.
comme professeur des écoles et en fait j'ai un souvenir important à vous communiquer. J'en ai parlé à ma maman qui était enseignante, qui a 87 ans. J'avais mon papa également qui était enseignant. Ni l'un ni l'autre n'ont eu d'enfants dyslexiques dans leur classe. Mais la méthode d'apprentissage de la lecture, c'est une méthode très analytique, avec une association de voyelles et de consonnes basiques. Je pense que le plus grand mal, ça a été ces méthodes globales ou semi-globales qui ont fait des générations de dyslexie. Voilà, mon témoignage. Votre témoignage, oui. Voilà. Ça rejoint ce que disait Jean-Paul Briguelli également. Exactement. Et on est inondé malheureusement d'informations qui ne permettent pas de cerner ce problème. On se retrouve avec des soi-disant pseudo-chercheurs qui nous disent que la dyslexie ne provient pas de l'apprentissage, de la méthode d'apprentissage de la lecture. Et pour moi, c'est tout à fait fondé de manière historique. Si je fais appel à mes souvenirs et à mes souvenirs aux expériences de mes parents. Quoi, voilà. Merci beaucoup Philippe. Merci Philippe. Jean-Paul Briguelli. Alors après, il faut peut-être que c'était moins détecté par le passé aussi, la dyslexie. Mais enfin, vous constatez quand même qu'il y a un lien entre l'apprentissage et la dyslexie. C'est pas moi qui le constate. Je veux dire, il y a un nombre de spécialistes qui, en particulier d'orthophonistes, qui constatent que ça vient depuis une quarantaine d'années, que ça vient de méthodes de lecture aberrantes. Comme dit très bien votre interlocuteur, la seule méthode de lecture sérieuse, et qui est d'ailleurs plébiscitée par les spécialistes de la connaissance, c'est la méthode dite alpha-syllabique, le B.A.B.A. Voilà. Des associations simples. On a renoncé à ça sous prétexte que c'était inégalitaire. C'est-à-dire que les enfants des classes aisées apprenaient plus vite que les autres. Je ne sais pas si vous voyez où l'égalitarisme va se nicher. Je voudrais dire une chose quand même, Valérie Expert. La première fois que vous m'avez invité, c'était il y a 20 ans. 20 ans, pas en 20 ans. Oui, j'ai dit 10 ans tout à l'heure, c'est 20 ans, vous avez raison. Je sais pas compter, je sais lire, mais je sais pas compter. Je sais lire, mais je sais pas compter. 2005, 2000, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. 2005, 2025, Il y a 20 ans, on pouvait encore faire quelque chose. Actuellement, mon conseil aux parents, c'est chaque fois que vous trouvez une faute d'orthographe dans les carnets de liaison de vos enfants, soulignez-la et notez le carnet et renvoyez-le leur. Vous voyez, il faut absolument, en quelque sorte, reprendre les choses à la base. Et certes, il faut apprendre l'orthographe aux enfants, mais il faut également vérifier que les enseignants la connaissent. Pour avoir fait, moi, il y a une dizaine d'années, la dictée de Mérimée dans une salle de la salle des profs de mon lycée, j'ai constaté que personne, je dis bien personne, y compris parmi les profs de lettres, ne faisait moins d'une dizaine de fautes. Les élèves de cette génération en faisaient à peu près 30 à 40. Actuellement, ce serait un festival, ils ne comprendraient pas. Et je voudrais également alerter sur un phénomène évident, c'est que l'IA dont on nous rabat les oreilles... J'allais vous en parler. Ne comprend rien. Lorsqu'elle fait par exemple de la traduction en temps réel de ce que l'on dit, ce qui est écrit ne correspond pas à ce qui a été dit, parce qu'elle fait ça phonétiquement. Elle travaille, elle aussi, en méthode globale. Elle n'a pas, contrairement à ce qu'on croit, une connaissance très généraliste. Si on se fie à ce que l'on voit sur les écrans, et je rappelle que les écrans, de plus en plus, se fichent pas mal que vous écriviez avec ou sans orthographe. Lorsqu'ils vous proposent des solutions, ils vous proposent des solutions parfois aberrantes, complètement. On a toujours intérêt à relire ces SMS parce que la Chine fabrique autre chose. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour le moment, c'est une cause perdue. Et le pire, c'est que ça accroît encore, j'avais expliqué ça dans ce livre qui s'appelait L'école à deux vitesses, ça accroît les différences les inégalités, sociales, parce qu'il y a ceux qui, par leurs parents, par les cours particuliers, ont appris véritablement la langue, l'orthographe, des récitations, etc., et ceux qu'on a laissés se dépatouiller dans l'école publique du quartier. Bon, si on veut, privé ou public d'ailleurs, si on veut rééquilibrer un petit peu les choses, il faut effectivement se montrer impitoyable, mais pas au niveau du bac,
au niveau du primaire. Alors on a Pierre en ligne et vous réagirez après Gilles. Pierre, bonjour. Bonjour, écoutez, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Moi, il y a 18 ans que je suis en retraite, j'ai vu une dégradation totale de l'enseignement, notamment au niveau de l'orthographe, y compris chez les profs. Je me souviens une fois de rentrer dans une salle de techno et de voir écrit au tableau les outils qu'il fallait pour faire le travail. J'ai lu cisaille écrit avec un Z. Je suis allé voir le prof, je lui ai dit, je pense, monsieur, qu'il s'agit des grosses cisailles. Et voilà. Par contre, je voudrais revenir sur le problème de la lecture. Je suis d'accord entièrement avec mon collègue sur l'apprentissage de la lecture. Néanmoins, je voulais dire que l'apprentissage de la lecture est lié quand même à la formation neurologique de l'enfant. Vous savez, chez nous, si vous venez le 21 mars dans les Pyrénées-Orientales, tous les pêchers ne sont pas en fleurs. Il y en a qui y sont déjà, il y en a qui n'y sont plus, il y en a qui seront le lendemain, mais ils donnent tous des fruits. Je pense que pour les gosses, c'est très bien ça. Il faudrait le mettre en place. Jospin avait fait un apprentissage sur 3 ans, grande section de maternelle, CP, CE1. Je pense qu'il ne faut surtout pas créer l'angoisse chez les enfants. Voilà. Ouais, mais c'est joli, c'est une belle image, hein. C'est une jolie image, effectivement. Merci de votre témoignage, Gilles. Vous aviez une question oui, je voulais vous demander si finalement l'époque Gutenberg est un peu finie. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des ordinateurs, on a le téléphone portable et même on n'écrit plus, on fait des vocaux. Lorsqu'on fait plus de SMS sur WhatsApp, on fait des vocaux. Donc est-ce que l'écriture est finalement en train de partir et ça va avec cette génération? Écoutez, j'ai une réponse directe. Pôle emploi met à la poubelle toutes les demandes d'emploi qui ont des fautes d'orthographe. Voilà, direct. C'est un premier tri, en quelque sorte. Et je ne sais pas comment sont les stagiaires de Sud Radio, mais j'imagine que s'ils font des fautes d'orthographe, vous les reprenez très sérieusement. Oui. Alors, Gilles posait une question en off. En quoi c'est grave voilà, de faire des fautes d'orthographe? Ou de dire il quitte ENT si c'est au pluriel, ou et que je mets un S à il quitte. En quoi c'est grave puisque je me fais comprendre? Alors, puisqu'on sait qu'il quitte. Voilà. Vous faites comprendre de vos égaux, c'est-à-dire des gens qui parlent et écrivent comme ça. Mais dès que vous vous adressez à des gens à côté de moi, réel, ils vous regardent avec un côté entre amusé et méprisant, vous voyez. Et est-ce que vous tenez vraiment à amuser et à être méprisé? C'est à ça que l'on destine malheureusement des élèves que l'on ne forme pas. On les forme, en quelque sorte, à manier leur télécommande dans leur canapé en recevant un salaire mensuel dérisoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on peut saluer la volonté du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, de remettre de l'exigence. Mais comme vous le dites, c'est au CP qu'il faut commencer. Ceux qui vont, les pauvres illettrés, pardon de le dire comme ça, qui vont passer le bac, ça ne va pas servir à grand-chose de les sanctionner, si ce n'est peut-être effectivement à éviter qu'ils encombrent les bancs de l'université. Alors, au CP, et également en 6e, par exemple. Ouais. Je vous rappelle qu'en 6e, 40% des enfants, c'est une statistique du ministère, 40% des enfants ne savent pratiquement pas lire. Or, ce n'est plus à ce moment-là que l'on apprend à lire. Le rapport des jeunes à la lecture vient du fait que pour eux, c'est un effort absolument incommensurable. Ouais. Imaginez qu'on ne leur ait pas appris à marcher et qu'on leur demande de courir. C'est ça, en pratique, le système scolaire tel qu'il se porte. En fac, en première, deuxième, troisième année, les observations des universitaires sont affolantes. Les étudiants ne savent pas non plus lire, écrire sérieusement et pensent que ça va leur tomber tout rôti. Et puis, à un certain moment, il y a un mur. Il y a un mur qui, en fac, s'appellera un master spécialisé, qui, dans la vie réelle, s'appellera une embauche en CDI, etc. Et ce mur-là, vous ne le franchirez pas si vous n'avez pas les bases. Merci Jean-Paul Briguelli d'avoir été avec nous. On aurait dû fêter nos 20 ans de rencontre. Effectivement, 2005, La Fabrique du Crétin, un livre qui est toujours d'actualité, qui existe en format de poche. Et puis plus récemment, donc votre dernier livre. Rappelez-nous le titre. Là, je ne l'ai plus sous les yeux.
l'école sous emprise. L'école sous emprise, autre débat. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant de vous entendre. Nous continuons dans un instant sur Sud Radio à commenter l'actualité. À tout de suite. 10h midi.